Donc, comme si vous l'avez vu dans mes stories et dans le premier live, soit par la directe, soit par la rediffusion, ce live parlera des relations toxiques, qu'elles soient en amour, c'est-à-dire couple, en amitié, en famille, etc. Les relations toxiques dans tout ce qui concerne les relations entre humains, au final. Et donc, avant de commencer, je tiens à rappeler que évidemment vous pouvez participer dans le chat. Hein. Ça permet d'alimenter encore plus, d'alimenter encore plus, tout simplement. Donc, le but de ce live est premièrement d'aider peut-être certaines personnes à se rendre compte que leur relation avec quelqu'un de leur entourage est toxique. Et deuxièmement aussi, peut-être les aider à sortir de ces mêmes relations toxiques. Donc, par contre, je ne sais pas combien de temps durera ce live. Pour le coup, j'ai du mal à estimer le temps. Du coup, ça pourrait durer 20 minutes comme 1 heure. Enfin, ce sera la surprise. Hein. Du coup, pour commencer, on peut parler des relations toxiques dans l'amour et particulièrement en couple. Hein. Donc, la première chose qui peut vous mettre sur la voie de c'est une relation toxique, c'est bien évidemment la jalousie. Évidemment, c'est un peu banal la jalousie en amour, c'est même pour certains une preuve d'amour, et je fais plus ou moins partie de cette partie qui le pense. Parce que oui, pour moi, si on n'est pas du tout jaloux, genre en mode vraiment ça te pose aucun problème que tu discutes autant, que tu rigoles autant, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vraiment dans l'excès. Pour moi, ça paraît bizarre de pas réagir du tout, ou du moins de rien ressentir à l'intérieur de soi qui dit ça m'embête un peu. Mais toute chose a sa part d'obsession et la jalousie, ça peut vite passer à la possession. Donc là, je parle de jalousie qui vire à l'obsession. Par exemple, c'est le genre de personnes qui vont vous dire, ou peut-être pas le dire, mais le sous-entendre, dans le sens, t'as pas le droit de sentir sans moi, euh, tu t'habilles pas comme ça si t'es pas avec moi. Déjà, ça c'est ridicule. Enfin, on vous prive de vos droits en tant que personne et c'est horrible. Donc en fait, c'est comme si vous redeveniez des enfants sous autorité parentale. Peut-être bien que quand vous avez vos premières relations, d'ailleurs, vous êtes encore sous l'autorité parentale. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne-là, avec qui vous partagez ce genre de relation, elle est pas censée avoir de l'autorité sur vous et encore moins vous priver de certaines choses. D'autant plus que j'ai déjà du mal avec le fait que les parents privent de choses importantes les enfants. Parce qu'à partir du moment où ils ont une conscience de leur corps, je veux dire, ils font ce qu'ils veulent de leur corps pour moi. Et c'est normal. Donc là, le fait que ça soit quelqu'un qui n'a aucune autorité sur vous parce que bah il a aucune part d'éducation, etc. C'est pas son rôle. Et ben, ça fait que c'est pas normal en fait. Donc à ces gens-là, faudrait qu'ils comprennent que les gens ne sont pas leurs choses en fait, et que bah on peut pas diriger les gens comme on le voudrait, on peut pas les obliger à rester, on peut pas les obliger à faire ce qu'ils veulent, parce que en plus, à force de, c'est simple. On va prendre un exemple. Imaginons que je suis le genre de personne qui est toxique à ce point-là, qui est tellement jalouse parce que j'ai tellement pas confiance en moi que je veux garder mon copain ou ma copine chez moi enfermée dans une bulle, ou que je veux pas qu'elle sorte ou qu'ils sortent sans moi. Ben, en fait, la personne, peut-être, elle va se dire, peut-être, hein, parce que déjà, faudrait qu'elle se dise ça, mais il y aura peut-être un côté où elle dira, c'est mignon, il ou elle s'inquiète pour moi, ça prouve qu'il tient à moi, etc. Mais surtout, à force, vous la privez de tellement de liberté, cette personne, qu'il faut pas s'étonner si un jour elle part, justement, en agissant comme ça, vous allez plus facilement perdre cette personne. Ensuite, en plus de cette jalousie, il y a les symptômes de prendre les gens pour acquis. Donc, c'est, on va dire, moins toxique que la première parce qu'il n'y a pas directement le fait de posséder, mais ça reste quand même quelque chose qui fait penser à la possession parce que prendre pour acquis, c'est comme si, par exemple, tu achètes quelque chose, tu l'as acheté, donc tu le possèdes, il est à toi, et t'as pas besoin de le reacheter plus tard. Parce que sinon, c'est ce qu'on appelle un loyer.
ou un prêt. Donc c'est différent. Quand tu achètes, tu as. Et ben là, c'est comme si tu avais acheté des gens et que tu faisais plus d'efforts après. C'est par exemple moi personnellement ce qui m'est déjà arrivé dans une histoire amoureuse, ma première d'ailleurs, où je sortais avec la personne et cette personne pendant les premiers mois, etc., était très 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 comment dire, présente, mais dans le sens où ouais, attentionnée, etc., de sa façon, hein, mais était. Et au bout de plusieurs mois, donc 5-6, en plus c'était le moment du confinement, donc super, le premier, où vraiment on était coupé de tout. Euh, on s'est dit qu'on se ferait des appels, qu'on a fait des appels, etc. Et il m'écoutait plus du tout. Mais plus du tout. J'expliquais des choses. À la base, il me disait qu'il était content de me parler par vidéo, etc. Sauf que, il m'écoutait plus du tout. Et à partir du moment où vous voyez qu'il y a une dégradation comme ça, bon, évidemment, tout le monde vous conseillerait de d'abord en parler. Parce que la communication, c'est important, etc. Donc ouais, la première chose, c'est en parler. Donc moi, je lui ai fait sentir, j'ai fait, excuse-moi, tu m'écoutes? Parce que j'ai pas vraiment l'impression, et puis c'est quand même important pour moi. Même si, enfin voilà, si tu veux, si t'étais occupé, on peut se rappeler plus tard, etc. Ou on s'appelle pas, mais on s'envoie des messages, ou ceci, ou cela, on se parle demain. Parce qu'en fait, je préférais qu'on s'appelle pas, plutôt qu'on s'appelle, mais pour qu'il m'écoute pas. Et du coup, au final, il y a eu ça, et il y a eu d'autres choses qui ont dégradé le fait que, la personne me prenait clairement pour acquise, et donc ça fonctionnait pas du tout. En fait, pour moi, la séduction, c'est pas juste avant, c'est pas pour être avec quelqu'un, pas que. Ça, évidemment, c'est la façon dont on séduit, du coup, quelqu'un, et qui permet d'arriver peut-être au couple. Mais à partir du moment où vous êtes dans le couple, faut pas oublier qu'il faut entretenir une relation. Orelsan disait, les gens qui disent, j'ai plus les mots exacts, hein, mais Orelsan dans une chanson disait, les gens disent que pour tenir une relation, il faut l'entretenir tous les jours. Ces bâtards n'ont rien compris à l'amour, un truc comme ça. Après, avec ce qu'il dit plus tard, oui, c'est romantique dans le sens, mais si. Parce que le problème avec ce genre de choses, c'est qu'on prend les gens beaucoup trop pour acquis. Et que, ça donne fin à la relation parce qu'il y aura beau faire des efforts après. À partir du moment où tu commences à te relâcher, pour reprendre derrière, c'est compliqué. C'est comme quand, par exemple, je sais pas, moi, t'arrêtes tes études pour faire une pause. Vraiment pour faire une pause. Pas t'arrêtes pour arrêter et pour trouver du travail, non. T'arrêtes pour prendre une pause, pour te recentrer sur toi. C'est vrai que c'est vraiment compliqué de retourner à l'école. C'est compliqué de retourner dans le cadre scolaire. Donc, là, c'est un peu pareil. Donc, ouais, c'est important de pas prendre les gens pour acquis, peu importe sur quoi, en amour, etc., en amitié, parce que même ça peut avoir des répercussions vraiment pas cool qui font qu'on a l'impression que en fait, ça s'éloigne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et au bout d'un moment, ça sera tellement trop que c'est comme si vous étiez des inconnus. Du coup, la solution pour éviter d'être toxique comme ça, plus particulièrement en amour et en couple, ça c'est plus clair, mais ça peut marcher dans toute relation, c'est apprendre à s'auto-aimer et s'auto-suffire pour éviter d'être nous-mêmes toxiques, et ça permet aussi de se sortir plus facilement ou pas tomber dans des relations toxiques. Parce que, premier exemple, si on apprend à s'auto-aimer, à s'auto-suffire, on va pas avoir le continuel besoin d'être dans une relation à tout prix. Parce que moi, j'en connais des gens comme ça qui veulent à tout prix être dans une relation, peu importe avec qui. Et ça devient vraiment toxique parce qu'ils veulent pas être en couple avec la personne qu'ils aiment. Ils veulent être en couple et ils se diront qu'ils aiment cette personne. Mais leur truc, c'est qu'ils veulent pas être seuls. Pourquoi? Parce qu'ils se suffisent pas, ils s'autosuffisent pas. Ils s'aiment peut-être pas assez tout seuls pour passer du temps avec eux tout seuls. Et donc, c'est pas une bonne chose en soi, parce que moi j'aime bien cette phrase, c'est personne ne peut t'aimer tant que tu ne t'aimes pas toi-même. Et c'est pas faux, parce que si tu t'aimes pas toi-même, pour moi, t'es pas encore toi-même. T'es une personne avec
avec un pourcentage de toi, mais tu n'es pas toi-même à 100%. Alors ça veut dire que la personne qui va t'aimer, elle t'aimera pour ce que tu n'es pas réellement. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est clair. Donc évidemment, si vous je sais pas, tombez amoureux ou vous êtes juste attiré par quelqu'un et que cette personne l'est aussi, bon, évidemment, vous allez pas lui mettre un stop en disant non, mais je m'auto-suffis pas encore, donc non. Là, bon voilà, vous avez de la chance de tomber sur une personne qui ressent les mêmes choses que vous, donc profitez. Mais en même temps, oubliez pas ça, de vous garder du temps pour vous, pour se dire ah, faut que je passe du temps seul avec moi parce que ça me fait du bien. Déjà, c'est très sain, passer du temps hors son couple, hein, parce que on le voit bien, les couples qui passent leur temps ensemble vraiment H24, bah ils durent pas en soi. Hein. J'en ai fait les frais autour de moi, hein. Ils durent pas. Alors c'est très passionné, mais le problème c'est que bah, au bout d'un moment, à être 100% sur le dos l'un de l'autre, bah, on finit par pas se détester, mais un peu quand même. C'est comme par exemple bah, regarder les relations frères et sœurs, voire même parents-enfants. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec un couple, mais imaginons. Parce que en soi, vivre en famille, c'est un peu comme de la colocation. Vous vivez ensemble, vous n'avez pas les mêmes règles, vous n'avez pas les mêmes envies de vivre, vous n'avez peut-être pas les mêmes façons de manger, comme c'est le cas chez moi. Et donc, tout ça, ça crée des tensions. Et plus vous restez avec cette personne, enfin, plus vous restez dos à dos avec ces personnes-là, bah, plus au bout d'un moment, vous finissez par ne plus pouvoir vous les saquer, quoi. Même si à la base, vous adorez ces personnes. Et comme ben, c'est plus facile en couple de prendre ses distances que bah, avec la famille avec laquelle tu vis, parce que tu peux prendre du recul avec ta famille, évidemment. Mais quand tu vis avec ces gens-là, que tu cohabites avec ces gens-là, c'est plus compliqué vu que tu les vois tous les jours, excusez-moi, que tu les vois tous les jours. Donc voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. Du coup, oui, c'est important d'apprendre à s'auto-aimer. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple. Enfin, il n'y a rien de plus simple. Non, je veux dire, pour commencer, pas pour s'auto-aimer, genre j'ai la solution magique. Non, c'est comme le régime, etc. Pour perdre 25 000 kilos, il n'y a pas de solution magique. Ou pour prendre 1000 kilos, il n'y a pas de solution magique. Mais pour commencer, moi, ce que je conseillerais, c'est de passer du temps, bah, du coup, avec vous-même et des petites marches dans la nature ou dans la ville où vous habitez, mais seul. À la rigueur, vous mettez de la musique, etc. Mais vous passez du temps seul, du coup, à marcher. En fait, faire ce que vous aimez. Si vous aimez la musique, bah, écoutez de la musique seule. Euh, Écrire aussi, c'est très important. Ça permet de prendre conscience de beaucoup de choses sur soi. Donc moi je vous le conseille, c'est super important d'écrire. Pareil, ça n'a aucun rapport, mais si vous êtes en colère contre quelqu'un ou si vous avez une puissante émotion par rapport à quelqu'un, ce qui est bien, c'est c'est d'écrire une lettre à cette personne. Pas forcément lui donner ou lui envoyer, mais vous faites comme si. Vous écrivez tout ce que vous ressentez, ça permet déjà de, bah, comme je le disais avant par rapport à soi-même, mais là avec d'autres gens, ça permet de se rendre mieux compte, parce que vu qu'on pose sur le papier, on prend le temps, et ça permet de repenser à ce qu'on ressent et de le penser peut-être premièrement. Du coup, c'est intéressant. Puis ça permet aussi de vider complètement ce qu'on ressent. Et, euh, et vous pouvez donner ces lettres, hein, mais c'est pas nécessaire en soi, c'est juste que ça va vous permettre d'évacuer et ça fait faire énormément de bien, je vous assure. Après, bah, je sais pas. Je sais pas parce que, bon, ça dépend de beaucoup de personnes. Par exemple, moi, j'adore chanter, donc je passe du temps à chanter, seule. Euh, et puis j'écris aussi beaucoup. Mais après, moi, je suis habituée à passer du temps seule avec moi. Ça ne veut pas pour autant dire que je m'aime à 100%, évidemment. Je connais personne qui s'aime à 100% de toute manière. Mais on apprend. On apprend. On se trouve au fur et à mesure plus même de qualité que de défaut parfois. Hein. Et c'est vraiment sain de faire ça. On se découvre des nouvelles passions en passant du temps seul aussi. Et ça permet beaucoup de choses. Ça permet de se découvrir déjà parce que c'est important. Après, sinon, hors les relations toxiques en amour, on a celles en amitié qui sont pas
Il y a des choses qui diffèrent, mais dans le fond, ça reste le même traitement. C'est prendre quelqu'un pour sa chose ou pour inférieur à soi. Et donc là, j'ai pris plusieurs exemples d'amitié qui sont toxiques. Par exemple, vous savez, vous avez cette amie au féminin ou au masculin qui se sert de vous pour vous rabaisser et ainsi se mettre en valeur. Sur TikTok, on en parle beaucoup sur le phénomène de la pick me. Type, en fait, c'est l'image de cette fille qui va être amie avec vous et qui veut se faire absolument remarquer par les mecs en général. C'est l'image qu'on donne de cette fille-là et qui du coup va rabaisser ses amis devant ces mecs pour se sentir supérieur. Type, ah, mais toi, t'es vraiment pas drôle, mais pourquoi tu fais ça? C'est nul, etc. Enfin, d'habitude, elle est pas comme ça, etc. Ou ce genre de choses, oui. Ou alors, par exemple, j'ai déjà vu ça pour de vrai, hein. C'était un gars qui était venu voir une fille, qui avait dit, ouais, ta pote, ta meilleure pote, même si c'était sa meilleure amie, elle est vraiment cool, etc. Elle est vraiment trop jolie. Il y a moyen que potentiellement, bah, tu me mettes sur la voie pour qu'on se parle, etc. Et cette personne a dit, vous le voyez beaucoup sur TikTok peut-être, mais elle a dit, ah, tu la trouves belle, tu devrais la voir sans maquillage, hein. Alors, là-dessus, elle voulait pas dire que la fille était plus belle sans maquillage. Elle voulait dire, oui, mais enfin, c'est que de l'artifice. Donc, ouais, ce genre de relation, ça se voit direct que c'est toxique. Et juste, au revoir. Vous n'avez pas besoin de ça. Clairement pas. Vous n'avez pas besoin de ça parce que c'est toxique, purement toxique. Et que ça vous apporte rien de bon. Voilà. Autre exemple, une amie qui aussi se sert de toi, mais comme éponge émotionnelle. Donc ça, on le voit déjà peut-être moins, parce que c'est pas directement, enfin, c'est pas des mots méchants qu'on va vous dire, et c'est pas du rabaissement. Mais au contraire, pour ceux qui souffrent du syndrome du super-héros, c'est-à-dire des personnes qui vont se sentir obligées de venir en aide aux autres parce que c'était la seule manière, quand ils étaient petits, de recevoir de l'attention et qu'on leur dise qu'on les aime. Je simplifie, mais c'est parce que c'est pas le but du live de parler de ce problème-là. Mais donc, pour ces personnes-là, ça va même être bien parce que ça va leur permettre de se sentir aimées. Mais, enfin, ça va être bien en surface parce que c'est jamais bien les relations toxiques. Mais donc, c'est cette amie qui va servir de toi comme éponge émotionnelle. Elle te raconte comment elle va, comment elle se sent et ramène tout à elle. Et quand toi, tu vas venir, bonjour, troisième personne, bonsoir, merci pour les petits cœurs. Donc, elle va revenir toujours à toi. Elle va venir te voir ou te parler par message que pour parler d'elle. Et quand toi, tu vas vouloir parler de, de tes problèmes, parce que ça t'arrive aussi, déjà, il y a du courage pour venir parler de ses problèmes, parce que ça arrive pas, enfin, c'est compliqué pour certains de venir en parler. Excusez-moi. Et ben, ils vont dire, oui, 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 d'accord, mais moi, tu sais ce qui m'est arrivé, enfin, qui vont toujours revenir à eux. C'est beaucoup d'égocentrisme. Et j'en ai déjà parlé avec des personnels de santé, et c'est vrai que l'égoïste et l'égocentrisme, c'est vraiment très différent. L'égoïste, il va être là pour vous écouter parce que justement, il va servir de ce que vous dites pour le lier contre vous, pour que lui en tire les bénéfices. Or, l'égocentrique, il n'est pas forcément méchant ou mal intentionné, mais c'est que tout va bien. Mais c'est que c'est plus fort que lui. Il est obligé de revenir à lui. C'est vraiment c'est ingérable. C'est comme j'ai pas envie de dire que c'est un trouble parce que je m'y connais pas assez là-dessus. Mais d'après certains personnels de santé, ouais, c'est incontrôlable, c'est plus fort qu'eux. Et du coup, j'imagine que si ça fonctionne comme un trouble, potentiellement, bah du coup, voir des professionnels de santé mentale slash psychologique, psychique, ça peut peut-être aider, mais en tout cas, bah, c'est pas en amitié que ça pourra vous sauver. Faut vraiment vous dire ça, hein. Surtout les personnes qui ont le syndrome du super-héros, enfin, c'est absolument pas contre vous. Vous êtes des personnes géniales et très patientes, mais
faut vous dire que c'est pas à vous de sauver les gens et que vous ne pouvez pas sauver les gens. Vous pouvez les aider à potentiellement aller mieux ou se sentir déjà pas seuls. Et ça, c'est très bien. Les aider à se sentir moins seuls, c'est vraiment génial. C'est la chose la plus incroyable qu'il y a, à mon avis, quand on va mal. Mais vous pouvez pas sauver les gens. Vous pouvez pas sauver votre ami dépressif. Vous pouvez pas sauver votre ami bipolaire ou votre ami qui s'est fait larguer ce matin. Vous pouvez pas. Vous pouvez les aider à se sentir moins seuls, les accompagner dans leur deuil de relation pour quand c'est comme ça, ou oui, leur faire comprendre que vous êtes là, mais vous pouvez pas les sauver parce que c'est pas votre rôle. Vous êtes là en tant qu'ami, vous êtes pas là en tant que psychologue. Et ça marche aussi pour les relations amoureuses et familiales. Il y a beaucoup de parents qui se sentent impuissants face à leurs enfants qui sont malades. Je parle de maladies mentales et psychiques, mais aussi physiques. Techniquement, ça fonctionne. Qui se culpabilisent beaucoup parce que, un, ils peuvent rien faire, et deux, parfois, ils se disent que c'est de leur faute. Non, c'est jamais de votre faute. Enfin, pour la plupart. Je dis ça, je dis rien, évidemment qu'il y en a qui sont parfois la cause de certains traumas, mais déjà pour se culpabiliser, il y a de la bienveillance au fond qui montre que vous n'êtes pas foncièrement méchant, et donc si vous êtes la cause des traumas, bah, c'est que vous l'avez pas forcément fait exprès, donc c'est cool. Mais ouais, je sais que c'est compliqué à dire, faut pas culpabiliser parce que, enfin, tout le monde le dit et en même temps c'est compréhensible parce que la culpabilité c'est l'une des pires choses qu'il y a avec la solitude, je pense. Là, je parle de ce qu'on se dit dans notre tête, hein. Je parle pas de guerre, de pauvreté, etc. parce que c'est pas comparable, parce que c'est pas les mêmes choses. Mais en tant que problème que l'on se dit et qu'on se crée, la solitude et la culpabilité, je pense que c'est une des pires des choses, hein. Parce que t'as beau te dire que tu y es pour rien, t'as beau te faire la liste de pourquoi tu y es pour rien, c'est plus fort que toi, tu dis que t'es coupable. Et c'est compliqué de trouver la solution de se sentir moins coupable. Mais donc, à la base, je parlais du syndrome du super-héros et qu'on ne pouvait pas sauver les gens. Donc oui, faut pas... Enfin, c'est compliqué parce que je peux comprendre qu'on va essayer de sauver les gens, mais ça aussi, c'est très toxique au final. C'est du toxique dans la possibilité parce que vous êtes là pour aider la personne et vous lui voulez que du bien, mais ça reste toxique quand même parce que finalement, c'est vous qui allez en souffrir plus tard. Et peut-être même que la personne que vous voulez sauver va elle-même culpabiliser que vous preniez du temps pour elle et qu'en plus, ça n'aboutisse à rien parce que vous pouvez pas sauver les gens. Et donc, elle-même va culpabiliser. Et enfin, donc vraiment, pour votre bien, à tous, montrez juste que vous êtes présent. Je sais pas, suivant les gens, c'est différent avec de la tactile. En étant tactile, j'ai pas envie de dire une bêtise, donc en étant tactile, par exemple, petite main sur l'épaule, petit câlin, ça dépend. Pour les gens qui sont pas tactiles, d'autres choses, mais leur montrer que vous êtes présent, mais sans vouloir prendre le rôle d'un psychiatre ou d'un psychologue, surtout pas, parce que c'est pas votre rôle. Donc voilà. Après, donc je reviens là où j'en étais. Il y a aussi cette amie qui se sert de toi pour se rapprocher de tes autres potes. Ça m'a aussi arrivé. C'était pas ouf. Donc oui, c'est cette personne qui va vraiment vous qualifier même peut-être de meilleure amie. Donc ouais, c'était au collège, hein, pour rassurer quelqu'un qui est dans le chat, tout va bien. Ce n'est pas d'actualité. C'est cette personne du coup qui au collège va vous... Enfin pour moi, c'est cette personne qui va être amie avec vous, mais dans l'optique de se rapprocher de vos autres amis. Type, moi dans l'optique c'était... j'avais une amie avec qui on était meilleure amie, et j'avais des potes mecs. Et quand elle a vu que je me rapprochais, quand je devenais pote avec eux, parce qu'au début on ne l'était pas, quand elle a vu que je devenais pote avec eux, elle s'est dit tiens, ding, 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 j'arrive tout de suite et hop, je fais mon nid. Donc techniquement, c'est des choses qui arrivent souvent, que une amie qu'on appelle pièce rapportée du groupe se fasse pote avec tout l'autre groupe. C'est normal. Bah oui, ça arrive tout le temps évidemment, que des groupes d'amis se rejoignent comme ça et n'en forment plus qu'un.
Et d'ailleurs, c'est parfois génial parce que du coup, on peut faire des choses ensemble et on se voit plus souvent ensemble et donc c'est cool. Mais quand ça se fait, c'est naturel en général. Là, on voit que c'est toxique et on voit que c'est recherché, on va dire, parce que ça se fait trop rapidement et ça fait trop prédateur cherchant sa proie, vous voyez ou pas? C'est vraiment un vautour presque, mais non, un vautour c'est autre chose, non? C'est des charognards, donc ça marche pas. Donc ouais, non, mais vous voyez le truc, c'est un mode prédateur, je vois et j'y vais. Donc ouais, non, c'est pas ouf. En plus, cette personne-là avait un autre trait toxique, c'est qu'elle était méga jalouse. Mais genre vraiment, j'avais pas le droit d'avoir d'autres amis, de voir d'autres amis, parce que j'étais sa meilleure amie. Or, bah, c'est pas comme ça que ça fonctionne l'amitié, hein. Justement, un ou une meilleure amie, elle est là pour, bah, parce que peut-être elle est ta meilleure amie ou ton meilleur ami parce que vous vous connaissez plus longtemps que vos autres amis, ou parce que vous avez tout simplement un lien qui est différent. Et moi, c'est comme ça que ça marche. C'est plus ou moins un peu des deux, mais c'est aussi parce qu'il y a un lien différent qui vous unit avec vos autres amis ou vos autres potes. Bon, ça, c'est autre chose encore. Mais donc voilà, et donc cette personne, si elle sait profondément que vous êtes sa meilleure amie, elle n'a pas besoin d'être jalouse. Elle n'a pas besoin d'être jalouse parce que bah le mot meilleur, il est là pour montrer, je déteste dire ça, mais une hiérarchie. Parce que techniquement, oui, il n'y a peut-être pas de hiérarchie dans vos amis, mais quand on parle de meilleur ami et d'amis, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'on ne donne pas la même importance. Et ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas vos amis. Ça veut juste dire qu'il y a, bah, que vous n'avez pas les mêmes histoires avec l'un et l'autre et que vous n'avez pas les mêmes liens, c'est tout. Faut pas s'en vouloir non plus pour ça, surtout pas. Et donc, voilà. Et donc, oui, c'est une autre forme de la toxicité en amitié, c'est cette jalousie du fait de t'as pas le droit de voir d'autres amis, parce que je suis ta meilleure amie, je te suffis. Or ça, c'est comme, bah, par exemple, si vous, bah, c'est comme en couple. T'as pas le droit de sortir parce que, attends, moi je suis là, je suis, si vous n'êtes pas du même sexe, du même genre, par exemple, vous êtes une femme et votre mec, parce que là je pars sur un truc hétéronormé, euh, et votre copain vous dit non mais t'as pas besoin d'aller voir des potes mecs, tu m'as déjà, donc t'as assez de masculinité autour de toi. Ou l'inverse, vous voyez, genre vous êtes un mec, vous voulez voir vos potes meufs, sauf que du coup votre copine dit non, etc. Là je prends un truc hétéronormé parce qu'avec ma théorie, ça fonctionne. Mais évidemment, hein, dans n'importe quel couple, ça pourrait fonctionner, hein. Donc, voilà. En dernier exemple que j'avais pour l'amitié, c'est l'ami qui cache celui qu'il est réellement. Donc, celui qui justement, on va dire, t'es ma meilleure amie à toutes les personnes qu'il va rencontrer. Toutes. Et derrière, qui dit tout l'inverse. Horrible. Donc, pareil, une personne que j'ai rencontrée il y a pas longtemps, m'a montré que ça existait, ce genre de personnes, vous voyez. Parce que, on va pas se mentir, je me fixe surtout sur mon expérience personnelle quand je parle des lives. Ou de ce que les gens proches de moi vivent, etc., etc. Mais du coup, c'est surtout de l'expérience personnelle. Et donc, c'est cette personne qui fait croire être quelqu'un qui aime tout le monde. Mais genre vraiment, ah, je m'entends trop bien avec ceci, je m'entends trop bien avec cela, t'es ma meilleure amie, je veux qu'on garde contact. Ça, il y a beaucoup ça. Je veux qu'on garde contact, alors que vous êtes pratiquement jamais vu en dehors, par exemple, du lycée ou du collège, euh, quand vous étiez scolarisé. Vous savez, c'est ce que j'ai dit dans le premier live sur la scolarité, les potes 8-17 heures. Bah, c'est clairement ça. Et voilà. Du coup, c'est cette personne qui va faire croire, excusez-moi, qu'il aime tout le monde, alors qu'en réalité, il crache tout le monde. Il déteste tout le monde. Avec certains groupes de potes, genre, avec le groupe de potes A, il va critiquer le groupe de potes B. Avec le groupe B, il va critiquer le A. Avec le C, parce que oui, ces gens, ils ont des potes de partout, puisqu'ils disent qu'ils aiment tout le monde. Et qu'ils sont hypocrites. Et les hypocrites, eh ben, figurez-vous qu'on a beau dire ce qu'on veut, bah, les hypocrites, ils se font quand même vachement de potes. Et ça me surprend. Plus que les gens qui sont sincères. Parce que les gens ont besoin, peut-être, de se sentir facilement acceptés et que donc pour ça, c'est plus facile de mentir, j'en sais rien. C'est la seule théorie que j'ai. J'ai quelque chose coincé, excusez-moi.
Du coup, voilà, c'est cette personne qui va critiquer tout le monde, mais pas avec tout le monde. Enfin, si, mais pas des mêmes personnes, du coup. Et, euh, et avec groupe C, du coup, il va critiquer groupe A et groupe B, parce que avec le groupe C, il peut critiquer tout le monde, puisque c'est ses meilleurs amis. Or, non, vous n'êtes pas ses meilleurs amis, parce qu'ils vous font des crasses dès qu'ils sont en dehors de vous. Et ça, bah, il y en a beaucoup qui l'ont vécu. Et c'est d'ailleurs arrivé à une amie il y a pas longtemps. Donc ouais, c'est pas ouf. Et dernier exemple, donc, les relations toxiques dans la famille. Alors, là, on va partir sur un sujet encore plus sensible parce que c'est bien mignon de parler des relations toxiques en amour et en amitié, mais c'est des choses qu'on peut contrôler plus ou moins facilement. Dans le sens où il faut avoir le courage de dire non et il faut s'en rendre compte avant, déjà. Mais je veux dire, en amour et en amitié, on a plus facilement de contrôle qu'en famille. Parce qu'en famille, ça peut... Enfin, il y a le fait de être lié par le sang ou par les papiers si vous êtes par exemple adopté, etc. Mais il y a ce fait de les parents vous possèdent. Or, c'est faux. Personne vous possède, je tiens à le dire, mais il y a cette idée-là. Malgré tout, il y a cette idée-là. Et donc, c'est compliqué par rapport à l'émancipation, etc. Mais du coup, on va parler de ces relations toxiques en famille. Et à la fin, peut-être quelques petites idées qui pourraient faire que ça aille mieux, mais en soi, bah déjà c'est pas des choses que pour moi j'ai vécues, mais j'en suis parfaitement consciente qu'il y a ce genre de famille et de relations entre familles qui se passent vraiment mal. Et ça me peine parce que du coup, bah je sais que je peux rien y faire, hein, et c'est justement le syndrome un peu du super-héros, même si je ne suis pas atteinte de ce syndrome-là, mais il y a le fait que bah t'es impuissant et que tu peux rien faire, mais du coup, sachez, vous, que gens qui vivent ce genre de relations toxiques en famille, je vous pas comprends parce que je vis pas la même chose, mais je vous entends et je vous soutiens vraiment et hâte que vous soyez indépendant et que vous puissiez vivre sans sans avoir besoin de l'argent de vos parents ou de vos tuteurs et dire fuck et vivre comme vous le décidez et vivre si avec eux si vous décidez de leur donner une autre chance ou sans eux parce que vous pouvez. Que vous soyez sans ou pas sans, au bout d'un moment, la famille, c'est pas que le sang, et surtout la famille, si elle est pas, on va dire, assez bien pour vous, vous pouvez la virer, c'est comme n'importe quelle personne. Au bout d'un moment, les relations, c'est des relations, et donc si ça ne va pas, ça ne va pas. Et le but de la vie, pour moi, c'est quand même de trouver le bonheur, ou être heureux, enfin, les deux, quoi. Parce que trouver le bonheur, c'est être heureux pour moi, et être heureux, c'est être dans le bonheur. Donc bref, pour moi, c'est ça le but de la vie. Parce que c'est injuste de passer une vie en étant malheureux, vous voyez le but, enfin vous voyez le délire. Et comment vous voulez être heureux si vous avez des personnes négatives et toxiques dans votre vie, enfin voilà. Donc bref, à la base je voulais parler du coup des relations toxiques familiales et pas tout de suite s'en débarrasser. Parce qu'il faut déjà savoir ce que c'est une relation toxique en famille. Donc, comme en amour et en amitié, il y a le syndrome du pervers narcissique. Mais je voulais plus particulièrement en parler pour les relations toxiques en famille. Parce que c'est là que j'en vois beaucoup plus et que j'en entends beaucoup plus parler. Donc, petite explication. Les pervers narcissiques sont des personnes qui passent pour des gens parfaits en extérieur. Par exemple, le père ou la mère que tout le monde aimerait avoir. Vous savez, quand vous êtes à l'école, genre, oh, ton père, il a l'air trop gentil, ta mère, elle a l'air trop gentille. C'est le père ou la mère qui vous gâte de cadeaux en tout genre et de sorties. Mais tout ça, en fait, pour cacher aux autres et se racheter envers les enfants de qui ils sont réellement. Et c'est d'ailleurs voir à quel point ils sont gâtés, ces enfants-là, que du coup, que les autres enfants à l'école envient ces enfants-là. Mais c'est parce qu'ils savent pas ce qui se passe à la maison. Donc, pour cacher qui sont réellement des pères et des mères qui maltraitent leurs enfants psychologiquement et ou physiquement, alors disons par exemple qu'ils sont des bons à rien, ou qu'ils seront jamais assez bien, ou qu'ils ont honte d'eux. Donc, c'est aussi des personnes qui vont essayer qui vont tout faire pour former leurs enfants à être des gens parfaits, parce que eux-mêmes veulent paraître parfaits. Et donc, si leur enfant
Si leur enfant est pas parfait, ça montre qu'ils ont couillé quelque part dans leur éducation. Oui, je parle assez vulgairement, mais vous avez compris. Ça veut dire qu'ils ont fait une merde dans leur éducation et donc eux-mêmes ne sont pas parfaits parce qu'ils n'ont pas de contrôle sur leurs enfants. Alors que si leurs enfants sont parfaits, ça voudrait dire qu'ils ont réussi parfaitement leur éducation et donc eux-mêmes sont parfaits. Donc, le fait qu'ils puissent contrôler leurs enfants et qu'ils paraissent parfaits, ça flatte leur ego. Parce que c'est des gens très égocentriques aussi, les pervers narcissiques. Mais eux sont mal intentionnés. D'autant plus que je le dis maintenant, mais tous les psychologues sont d'accord, et c'est vraiment vrai ce que je dis, hein, c'est pas genre je l'ai pris de nulle part, c'est vraiment prouvé. Tous les psychologues sont d'accord sur une chose, on ne guérit pas un pervers narcissique. On a beau l'avoir en théorie, etc. Enfin, en thérapie, excusez-moi, pas en théorie. On ne peut pas guérir d'un pervers narcissique, on ne peut pas le guérir. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je vais vous le dire tout de suite. Dès que vous pouvez, évidemment, parce que dans le cadre familial, c'est compliqué, mais dès que vous pouvez, il faut s'en débarrasser d'eux. Car, comme je vous le dis, c'est prouvé scientifiquement qu'ils ne peuvent pas changer. Et je peux comprendre que malgré tout, vous aimez ces gens-là parce que, par exemple, si c'est votre père ou votre mère, techniquement, vous avez ce lien quand même. Même si... Mais techniquement, j'ai du mal à le comprendre. Parce que moi, dès qu'on me fait du mal, je déteste la personne. Donc... Mais je vis pas à leur place, donc je pourrais pas dire. Mais donc, j'entends que ça soit vraiment compliqué, de par déjà l'obligation qu'on appartient à ses parents, même si je le répète encore une fois, peut-être que ça sera trop, mais vaut mieux trop que pas assez, que personne vous possède. Voilà. Et donc vraiment, vaut mieux dès qu'on peut s'en débarrasser, ou alors juste prendre du recul. Peut-être pas se débarrasser totalement si vous vous en sentez pas capable, mais vraiment prendre du recul et vous dire que c'est pas bien pour vous. Je lis le petit message. Parents, c'est compliqué quand même, tu pourras jamais ne pas les aimer malheureusement. Voilà, du coup, j'entends vraiment, j'ai du mal à moi-même me dire la même chose parce que en tant que personne très sensible, donc évidemment, en tant que personne très sensible, vous pouvez à la fois justement être d'une capacité énorme à aimer et donc, on va dire, pardonner tout. Je veux pas être maladroite dans ce que je dis parce que je dis pas que ces gens pardonnent tout. Ou alors être dans le sensible, mais dans le sens où dès qu'on va vous faire du mal, vous enlevez ces personnes de votre vie. Et moi, je suis plus dans ce cadre-là. Parce que justement, j'ai une capacité d'aimer énorme, mais j'aime pas... Enfin, si on me la rend pas, j'enlève ces personnes de ma vie parce que ça me fait trop de mal et que j'aime pas avoir mal. Donc, faut couper les ponts, mais c'est extrêmement difficile. Ouais, voilà. Du coup, c'est cool d'avoir ce genre de message justement pour montrer que, en effet, c'est difficile. Et c'est pour ça que vraiment, j'essaie d'être le plus transparent possible, même si c'est des choses que je vis pas. Parce que, vraiment, je veux dire, je peux comprendre, enfin, non, pas encore comprendre, parce que comprendre, faut le vivre pour comprendre quelque chose. C'est pour ça que j'ai du mal avec les gens qui disent je comprends ta dépression, aux gens qui sont dépressifs, dire ça, ou je comprends ce que tu es en train de vivre, parce que vous vivez pas à l'intérieur de ces personnes, donc vous pouvez pas savoir. Et je veux dire, c'est bienveillant, ce genre de mots, mais au lieu de je comprends, il faudrait peut-être dire je t'entends. Je t'entends, et j'essaie de te comprendre plutôt, mais... Et pas je me mets à ta place, je sais pas. Parce que même si on disait, si j'étais à ta place, c'est vrai que, vu qu'on n'a pas les mêmes façons de penser, par exemple, moi, je vous le dis, je suis une personne, du coup, comme je l'ai déjà dit, sensible, très sensible, mais dans le sens où, moi, je vire les gens qui me font du mal, et pas j'essaye de les garder près de moi. Enfin, voilà, vu que je le vis pas, j'espère de vraiment blesser personne en disant ce que je dis, hein, parce que en aucun cas je veux dire que ces gens-là sont, voilà. Prendre du recul si possible est peut-être plus simple que de couper les ponts. Voilà, exactement. C'est ce que je dis au début, hein, clairement. Peut-être pas tout de suite couper les ponts, mais prendre du recul, oui, pour déjà se dire attends, qu'est-ce qui m'arrive
Est-ce que c'est normal? Parce que déjà, quand on vit avec des parents, là vraiment c'est exemple de parents narcissiques, quand on vit avec des parents narcissiques toute sa vie, on se rend pas compte que c'est quelque chose de pas normal de vivre ce genre de choses. Parce que c'est comme ça qu'on a grandi et on n'a pas forcément l'exemple d'une autre famille. Donc déjà, faut en prendre compte. Et c'est souvent en voyant, par exemple, en allant chez des amis quand vous êtes enfant, que vous vous rendez compte que c'est pas pareil chez eux. Et que donc, potentiellement, il y a quelque chose qui va pas. Mais donc, oui, prendre du recul parce que, en plus, comme ça, on se dit, j'abandonne pas la personne, j'abandonne pas ma mère, j'abandonne pas mon père, j'abandonne pas ceci, j'abandonne pas cette personne. Mais juste, je prends du recul pour moi, pour comprendre ce qui se passe et que peut-être cette personne se rende compte aussi, même si, techniquement, si c'est vraiment de la perversion narcissique, on n'en guérit pas, malheureusement. Mais oui, c'est sûrement, on va dire, plus sage. J'aime pas cette expression parce que si jamais vous faites partie de ces personnes qui coupent les ponts sans forcément d'abord avoir cette période de vous laisser du temps en mode prendre du recul, vous en voulez pas en fait. C'est parce que vous avez pensé à vous aussi. Et dans les deux cas, vous pensez à vous, hein, et c'est très bien. Mais du coup, si vous êtes cette personne qui coupe définitivement les plombs en premier, faut pas vous en vouloir non plus, ça fait pas de vous des mauvaises personnes, hein. Donc vraiment, c'est juste que au bout d'un moment, c'est vous-même qui passez avant les autres, parce que comme je l'ai dit d'abord, enfin comme je l'ai dit au début, euh, la première personne, si vous vous aimez pas vous-même, personne ne peut vous aimer. Pour moi, c'est comme ça. Donc, prenez soin de vous, il y a personne qui prendra soin de vous à votre place. Donc, surtout dans ce cadre de perversion narcissique. Et il y a aussi autre chose au niveau, mais là vraiment c'est beaucoup d'exemples parentaux en fait, et pas forcément familial, mais plus parental, parce que c'est vrai que déjà dans la famille, ce qui est plus proche de nous en tant qu'enfant, c'est les parents, puisqu'on vit avec, ils nous éduquent, ils nous nourrissent, etc. Donc, on est plus proche d'eux que d'autres. Donc voilà. Donc c'est surtout des exemples parentaux. Et il y a quelque chose qui arrive à beaucoup de parents hors la perversion narcissique, c'est le j'ai tout fait pour toi. Alors, c'est des genres de phrases vraiment très toxiques, même si c'est vrai en soi. Ils ont, on va dire, tout fait pour l'enfant. Par exemple, ils ont mis beaucoup d'argent et de temps dans l'enfant parce que on le nourrit, ça coûte cher la nourriture. On le loge, ça coûte cher les logements. On, euh, on le vestit. Est-ce que ça se dit ça? Mais en gros, on l'habille, on lui achète des vêtements, ça coûte cher les vêtements. Mais faut se rendre compte que les enfants, ils doivent rien aux parents parce que c'est leur rôle déjà en tant que parents de s'occuper d'un enfant. Et surtout, personne au monde n'a jamais demandé à naître. Certains sont remerciés d'être nés parce que c'est cool, parce que peut-être que même s'il y a des bas et des hauts, techniquement ils sont assez bien dans leur vie et ils sont contents. Et d'autres non. Enfin déjà, personne ne demanderait à naître, peu importe la vie, si elle est bien ou elle est mauvaise, mais personne avant de naître n'a dit je veux naître, puisqu'on n'a pas la notion de la vie avant de vivre. Et même parfois en vivant, on n'a pas la notion de la vie, mais ça c'est autre chose. N'allons pas faire un hors sujet. Donc vraiment, ces gens-là, le problème c'est qu'ils oublient, enfin ces gens-là, beaucoup, je vais lire avant de louper le petit message. Oui, mais si tout faire... Alors, vu que le truc il est comme ça, je vais faire ça 2 secondes pour lire. Je te passe de la bouffe et je te donne un toit, mais après je te maltraite et te parler comme de la merde, c'est pas tout faire pour toi, c'est faire le minimum. Oui, d'accord. Très intéressant cette remarque. Oui, pour les gens, mais justement ces gens-là qui utilisent le j'ai tout fait pour toi, c'est pour un peu montrer cette domination en soi. Ah, encore un autre. C'est eux qui décident d'avoir des enfants, donc ils prennent le minimum de leurs responsabilités. Oui. C'est que, alors déjà, ça existe, hein, les gens qui respectent pas plus que ça leurs responsabilités obligatoires de parents, à savoir nourrir, vestir, loger. Parce que, mon Dieu, quelle horreur, mais ça existe, des gens qui foutent leurs enfants dehors alors qu'ils sont pas adultes, mais adultes et majeurs, c'est encore différent, mais qui sont même pas majeurs.
donc c'est horrible, qui oublient de les nourrir, mais oui, parce qu'il y a vraiment des gens qui oublient de nourrir leurs propres enfants, enfin, horrible. Mais donc oui, le j'ai tout fait pour toi, ça arrive dans des moments de craquage où pas forcément des pervers narcissiques, mais utilisent cette phrase pour culpabiliser justement l'enfant. Souvent quand ils font une crise, etc. En mode arrête de te plaindre, j'ai tout fait pour toi, t'as de la chance de m'avoir, sans moi tu serais rien, sans moi tu serais dehors, sans moi tu serais mort parce que tu pourrais pas manger. Enfin bref, des mots vraiment impactants, alors que l'enfant n'a rien demandé et que bah techniquement oui, il dépend de ses parents pour ces choses-là. Parce que c'est le rôle d'un parent. Vraiment, il y a rien de plus évident que ça. C'est le rôle d'un parent de nourrir, vestir, loger son enfant jusqu'à ce qu'il soit adulte. Et la différence entre majeur et adulte, c'est ça. Majeur, en France, on l'est à 18 ans. Adulte, c'est pas un âge. Adulte, c'est une façon de vivre. C'est avoir les premières responsabilités d'adulte. À savoir, pour certains, passer le permis, le premier appartement, le premier logement où on est du coup indépendant, être indépendant en fait, c'est ça, être adulte pour moi et pour beaucoup d'autres, parce que c'est ce qu'on voit généralement en philo. Donc c'est le principe d'éducation-émancipation. Donc pour faire simple, et on va s'arrêter là-dessus, pour ce qui est de la famille, le principe éducation-émancipation, c'est je fais un enfant, je l'éduque, donc il y a l'enfance, la préadolescence, l'adolescence et le moment où on bascule vers l'âge adulte. Jusqu'à là, je vais être présent pour mon enfant dans le sens où, bah du coup, je l'éduque, je le nourris, je le vestis, etc. Je l'éduque, je lui donne des connaissances. Faut que je me rappelle de mes cours de première, ça va être long. Des connaissances, des valeurs et des normes. Pour certains, les valeurs, voilà. Ou alors, ça va être les valeurs type respect, à savoir, tu me dois le respect parce que je suis ta mère ou je suis ton père. Et dans ce cas, c'est pas ouf. Mais donc voilà, les parents ou les tuteurs, bref, ceux qui sont là en tant que forme d'éducation, ils sont là pour vous transmettre des connaissances, des valeurs et des normes, en plus de vous nourrir, etc. Et donc, ça, c'est pour qu'un jour, vous soyez émancipé. Et être émancipé, c'est quoi? C'est être autonome et indépendant. Donc, à savoir que vous pouvez vous nourrir vous-même, vous vestir vous-même et vous loger vous-même, sans l'aide de n'importe qui. Mais pour ça, il faut avoir ce côté d'éducation. Sinon, c'est beaucoup plus compliqué. Et certains parents oublient trop cette chose qui est, bah, du coup, le rôle de parent dans l'ensemble. Vous êtes obligé à rien d'autre que nourrir, vestir, loger. Et c'est pour ça que, bah, ce n'est jamais de la faute de l'enfant pour moi. Vraiment, jamais. Et j'ai envie de dire pour moi, mais techniquement, j'ai envie de dire, c'est jamais la faute de l'enfant tout court. Parce que quelle personne bienveillante et bien attentionnée va dire oui, c'est de la faute de l'enfant s'il est comme ça, enfin. Parce que bah l'enfant il a vécu dans un endroit, il a vécu avec des gens qui lui ont transmis justement ses normes et ses valeurs. Les normes par exemple, bah à l'école ça va être tu lèves la main, c'est pas une valeur, c'est une norme. Tu lèves la main pour prendre la parole. Et ben à la maison ça va être les normes aussi, c'est par exemple un couple c'est un homme et une femme, malgré le fait que bah ça soit faux, mais c'est une norme que certaines familles peuvent transmettre ou certaines sociétés. Je lis le message. Et aimer, accompagner, aider. C'est très utopique comme façon de voir parce qu'en soi ça n'a jamais été une obligation parentale en tout cas, parce que vraiment dans le dictionnaire et dans les lois, etc. Alors je veux pas m'avancer parce que je ne fais pas des études de droit, etc. Mais j'ai été en cours de philo et en HLP, et dans ces cours-là, on nous a dit que dans la loi et avec tout ce qui est merde, j'ai oublié, dictionnaire, etc. La définition d'être parent, c'est vestir, nourrir, loger, juste pour accompagner jusqu'à ce que l'enfant soit adulte. Mais donc l'obligation dans les lois, c'est nourrir, vestir, loger, bah du coup jusqu'à ce que bah voilà. Et mais du coup je comprends totalement parce que évidemment qu'en tant que parent, enfin ça semble logique d'aimer son enfant, de l'accompagner et de l'aider un maximum.
malheureusement, bah, ça arrive pas dans toutes les familles, hein. Donc, je relis le petit message qui est revenu. Être parent est plus que nourrir, loger et vestir. Bah, du coup, je suis d'accord. Parce que pour moi, justement, encore une fois, c'est compliqué. Être de bons parents, c'est plus que nourrir, loger, vestir, je dirais. Être bon parent, c'est être présent pour ses enfants. Mais techniquement et littéralement, être parent, c'est nourrir, vestir, loger. Dans la loi aussi, c'est illégal d'être irrespectueux envers tes parents. Ah ouais. Ah bah c'est intéressant ça. Bah, genre, comment ça c'est interdit? Genre, je sais pas, est-ce que tu peux avoir une amende ou je sais pas comment tu peux être puni, mais genre tu peux vraiment être sanctionné parce que par exemple, t'as montré à tes parents que bah ils avaient tort sur quelque chose. Parce que ça peut être, parce que c'est compliqué. C'est compliqué de définir les respects. Parce que on va parler de la crise d'ado aussi, ce qu'on appelle la crise d'ado. Je te jure, quand j'ai vu que ça, j'étais choquée. Mais logique, logique. T'as pas le droit de mal leur parler et tout. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors techniquement, je veux pas m'avancer, mais c'est pas aussi techniquement une loi. Alors j'ai pas envie de dire loi en. Je connais pas la sanction, mais oui, c'est sanctionné. Ok. Mais est-ce que c'est pas aussi dans les valeurs ou normes, j'en sais rien, mais tout simplement, alors là je vais parler de la France, mais le fait de respecter en mode tu vas pas voir quelqu'un dans la rue, tu vas lui manquer de respect, tu vois. Donc je comprends le principe, mais encore une fois, qu'est-ce que c'est l'irrespect? Parce que là je vais parler de la crise d'ado, mais pour moi je déteste ce terme déjà, parce qu'encore une fois c'est le principe éducation-émancipation. Donc à l'âge de l'adolescence, c'est l'âge où la personne, du coup l'adolescent à ce moment-là, est en période de recherche de soi et donc pour ça va se remémorer tout ce qu'il a appris de ses parents ou de ses tuteurs légaux, ça dépend de comment l'enfant a vécu. Il va se remémorer les normes qu'on lui a apprises, les valeurs qu'on lui a apprises. Bon, les connaissances c'est autre chose, mais du coup les deux choses qui sont morales, il va se remémorer tout ça. Et avec sa propre expertise, en ayant découvert plus ou moins le monde avec l'école, etc., et avec les gens qu'il a rencontrés, ses amis, donc ses pairs, on appelle ça, va se redemander est-ce que c'est normal, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai encore envie de ça, et est-ce que j'en ai besoin. Il y a une bête. Et est-ce que j'en ai besoin. Ah, putain, elle n'est pas morte cette bête. Désolée, elle me perturbe cette bête. C'est une mouche, je crois. Et du coup, à cette période d'adolescence, on va toujours remettre en question ce que le responsable légal, voilà, on va parler comme ça, le responsable légal apprend et dit et possède. Par exemple, c'est pour ça qu'il y a souvent le fait que bah c'est considéré parfois comme de l'irrespect, mais c'est juste en fait se rendre compte de ce qu'on vit. Par exemple, vous êtes à table et l'un de vos parents parle de quelque chose en mode juste parle de quelque chose et vous êtes pas d'accord avec ça parce que la politique par exemple. Tiens, très bon exemple ça, la politique. Vous avez pas forcément les mêmes avis politiques que vos parents. Déjà, vos deux parents peuvent ne pas avoir le même avis politique. Mais là, imaginons, bref, les parents sont une seule entité, on va parler. Vous n'avez pas les mêmes idées politiques que vos parents. Et ben, si vous leur faire sentir, écoute, d'accord, bah moi perso, j'ai pas les mêmes avis. Je trouve que ce que dit un tel, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Au contraire, il y a plein de problèmes. Il y a le fait que ça ne soit pas convaincant. Enfin bref, vous sortez tous votre avis. Je sais plus comment on dit, j'oublie mes mots tout le temps. Mais vous dites les raisons de pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et le parent, ça arrive souvent, hein, j'ai pas envie de donner la faute aux parents, vraiment. Mais il faut qu'ils arrivent aussi à comprendre que c'est normal que l'enfant réagisse comme ça aussi. Mais donc le parent va se dire, ok, crise d'adolescence, il écoute plus ce que je dis, il me désobéit, il se met contre moi. Ils vont peut-être voir ça comme
de la contradiction, le fait de toujours vouloir être en contradiction. Or, c'est pas ça. C'est pas ça. Et ça, c'est ce qu'on donne dans la crise d'adolescence. C'est des colères qui n'ont aucun sens. Fait du bruit, la bête. Mais elle est horrible. Elle est cette taille. Ça n'a rien à voir, mais elle est vraiment horrible. En plus, elle est sur mon ordi, donc c'est horrible pour lire mes notes. Ah Pardon. Horrible. Ma concentration est dissipée, Jean Météo. Merde, je suis bloquée. Saleté de mouche. Merde. J'en étais où? Donc... Bon, c'est pas grave si je retrouve pas les mots. Je me rappelle qu'en tout cas, j'étais sur le fait que les parents vont pas forcément comprendre et vont se dire que ouais, c'est pas normal, c'est du manque de respect. Or non, c'est pas de l'irrespect. C'est juste que en tant qu'humain, crise d'adolescence. Oui, du coup voilà. Pour moi, c'est pas une crise d'adolescence, c'est juste c'est même pas une crise, c'est le mot crise qui n'est pas bon. C'est juste un passage naturel et obligatoire chez l'adolescent qui fait que, chez l'enfant, chez la personne, chez l'individu, qui est un individu à lui-même, avec sa propre histoire, ses propres façons de faire. Et donc, que c'est normal, en fait. C'est pas la reproduction de ses parents. Un enfant n'est pas la reproduction de ses parents. Ce n'est pas ses parents. C'est lui-même. Et c'est ce que certains parents ont du mal à comprendre. Et qui veulent du coup posséder cet enfant avec le fait que ah non mais si tu commences à ne plus être d'accord avec ce que je dis et à me reprendre sur ce que je dis, c'est que tu me respectes plus et que tu me désobéis. Or non, c'est faux. C'est juste qu'il se dit non, c'est ce que je pense et surtout j'ai appris et techniquement ça peut même être une volonté de montrer que il apprend des choses. Par exemple sur la politique, ça veut montrer que regarde, je suis plus un enfant, je sais ce que c'est la politique. Et donc, c'est même très sain. D'un côté, c'est pour vous montrer que, on peut parler de choses vraiment importantes maintenant. Ce qui ne veut pas dire que quand vous étiez enfant, de ce dont vous parlez avec vos parents avant n'était pas important. Mais ça veut dire que juste on passe un degré dans la maturité. Et donc, c'est un principe vraiment mais très sain et que chez tout le monde passe en fait. Et mieux c'est accepter chez les parents, mieux ça ira avec l'enfant. Parce que, en tant que vous-même parent, vous avez été adolescent. C'est logique. C'est logique. C'est même inévitable. Et donc, vous-même, on vous a reproché de faire une crise d'adolescence. Donc, vous savez ce que c'est. Même si vous pouvez pas forcément mettre de mots, ou que c'est pas clair comme ce qu'on pourrait vous dire là en HLP. Bon, là, j'ai pas pris les mêmes mots, mais en cours vraiment théorique. Vous avez pas ressenti de l'injustice quand on vous disait mais arrête ta crise d'adolescence, c'est n'importe quoi. Non. C'est de l'injustice parce que c'est juste qu'on se développe en tant qu'individu et pas seulement en tant que pièce rapportée de ses parents. C'est juste sain. Et plus on accompagne justement dans ce rôle de la bienveillance, du fait que... Parce que bien sûr, pour moi, l'irrespect, c'est à partir du moment où on n'écoute pas l'autre. C'est juste ça. À partir du moment où tu es dans le débat, et je parle de réel débat, pas les débats qu'on voit sur TPMP où personne ne s'écoute, ou sur BFM TV où personne ne s'écoute, et tout le monde se coupe la parole en disant « tu as faux, laisse-moi parler », ou dans l'hétéralité, c'est la même chose. Non. Les débats, c'est que chacun prenne le temps de dire ce qu'il pense, et que l'autre dise « j'entends ». Pas forcément « je comprends », mais comme tout à l'heure dans la chose qu'on parlait avant, c'est « j'entends ». Et maintenant que j'ai entendu, soit ton avis peut changer, soit il peut ne pas changer. C'est pas grave. Dans tous les cas, l'important c'est d'écouter l'autre. Et tu lui dis bien, écoute, je t'ai écouté, j'ai entendu. Malgré tout, il y a des raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec toi, et elles sont celles-ci. Mais ne pas dénigrer. À moins, évidemment, alors là c'est mon propre avis, mais à moins que ça parle d'homophobie, de racisme et toutes ces valeurs méga importantes, de transphobie, là évidemment pour moi je suis désolée, mais être homophobe, être raciste et être transphobe et tout ce qui est xénophobe et tout ça, c'est de l'irrespect.
Donc moi, écoute, comment répondre avec du respect à l'irrespect au bout d'un moment? Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Pour moi, l'irrespect, c'est quand on dépasse ce fait de l'égalité. À partir du moment où tu coupes la parole, hop, t'es dans un truc de je suis supérieur à toi. Donc l'égalité, elle est finie, donc il n'y a plus de respect. Dans le fait de je suis transphobe, ou homophobe, ou etc., je considère que les personnes qui ne sont pas comme moi, ou qui sont du coup transgenres, ou homosexuels, ou ceci, cela, sont inférieures à moi. Et donc, ça veut dire que moi je suis supérieure, et hop, l'égalité elle est rompue. Et donc, ça ne marche pas. Et donc c'est ça l'irrespect pour moi. Ce n'est pas se rendre compte que ses parents ne sont pas n'ont pas la, comment se dit, ne sont pas les plus sages au monde, quoi. Ils ont pas, non, c'est quoi l'expression? C'est pas grave, mais j'imagine que vous avez compris. Voilà. Donc, sur ce, euh, pour s'en sortir, comme on en a parlé un tout petit moment, pour l'amour et l'amitié, le seul conseil que je vous donne, c'est partir. Dès que vous vous êtes rendu compte, partir. Peut-être en parler. Oui, certes. Vraiment, peut-être en parler. Ouais, vous en parlez. Vous prenez cette personne à part. Vous lui dites, écoute, dans la bienveillance et dans le respect. Écoute, voilà, il y a des choses qui ne vont pas dans notre relation. Je sens que tu ne me, enfin, j'ai l'impression que tu ne me respectes pas. Pour ceci, pour cela, pour ceci. Ou, j'ai l'impression que tu te sers de moi pour ceci, pour cela, pour ceci. J'ai l'impression qu'on se met pas au même stade, pour cela, pour ceci. Et donc, à ce moment-là, si la personne vous dit, déjà, je vais pas changer pour toi, là, tu vires cette personne. Si elle te dit, d'accord, j'entends, écoute, je vais faire en sorte de, voilà, mais c'est compliqué. Bon, là, déjà, pourquoi pas? Et donc, c'est pour ça que c'est important de potentiellement en parler avant de couper les plombs. Et c'est pour ça que oui, peut-être c'est bien d'en parler. Donc là, elle se dit, peut-être t'as raison, etc. Si vous voyez une amélioration dans le temps après cette discussion, peut-être que oui, peut-être que rester, c'est une bonne idée parce que en plus comme ça, cette personne voit que cette discussion a eu un bienfait. Après, il y a des gens qui vous disent qu'ils vont faire tout pour s'améliorer, mais qui disent ça juste pour vous garder un peu plus longtemps. Et donc, si vous voyez qu'il n'y a aucune amélioration avec le temps, que ça peut même parfois se dégrader, là, il est temps de partir aussi. Parce que vous avez fait ce que vous pouviez. Vous avez été honnête. Maintenant, si la personne n'arrive pas à être aussi honnête avec vous, c'est le moment de partir parce que ça reste toxique. Et après, pour la famille, comme on l'a dit, c'est beaucoup plus compliqué que l'amour et l'amitié, hein, malheureusement. C'est quelque chose dont on ne peut pas forcément avoir de contrôle, de réel contrôle. Et ça, même quand on est du coup émancipé, qu'on est indépendant et qu'on ne vit plus, par exemple, chez papa, maman ou chez les tuteurs, c'est vrai que on a toujours ce lien qui nous oblige à nous voir, qui nous oblige à bien nous entendre, qui nous oblige par le sang. Or, vraiment, je tiens vraiment à dire ça. J'entends, encore une fois, que c'est compliqué, mais s'il vous plaît, gardez en tête que non, vous n'êtes obligé à rien. Si vos parents, si vos grands-parents, si votre tante, si votre oncle, si vos ceci, si vos cela, ils sont malveillants et ils vous font du mal et que vous en avez parlé avec eux mais que ça change pas, c'est ok de dire non. C'est ok de partir, il faut pas s'en vouloir. Donc encore une fois, c'est très facile de dire ça, c'est plus compliqué de le ressentir et de se dire oui. Mais c'est ok. Vraiment, ça fait pas de vous des mauvaises personnes. C'est pas que vous parlez plus à vos parents, à vos grands-parents, à ceci, à cela, que vous êtes des mauvaises personnes. Ça veut juste dire que vous avez fait passer votre bien avant, quelque chose d'égoïste, parce qu'en plus, je pense pas que ce soit ce qu'il y a de meilleur pour des personnes de continuer d'être dans une relation toxique, même si c'est eux qui sont toxiques. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, négativité est négative dans les deux sens, que ce soit vous qui la créez ou vous qui la recevez. Donc, ce qu'il y a de mieux, c'est de dire non. Mais évidemment, oui, c'est compliqué, je le comprends. Cependant,
se faire passer avant et faire passer son bien avant celui des autres, ce n'est absolument pas être égoïste ou égocentrique. C'est juste, accepter qu'on a le droit de s'aimer et accepter que, que oui, on a le droit de se donner cette place parce que oui, on doit passer avant les autres. En tant que personne, je dois me faire passer avant les autres parce que sinon qui va le faire en fait? Je vais pas me laisser dégrader, je vais pas me faire du mal si on m'en fait déjà, d'autant plus. Donc vraiment, je comprends. Enfin non, j'entends. Je me reprends. J'entends que ça soit compliqué. J'entends que vous, dans votre tête, vous ayez cette voix qui vous dit oui, mais ça peut s'arranger. Ou oui, mais c'est ta mère, c'est ton père, c'est ceci, c'est cela. Euh, je ne peux pas. Vous pouvez. Vous pouvez partir si ça vous fait du mal. Vous pouvez prendre du recul, vous pouvez arrêter de leur parler, vous pouvez. Vraiment. Il n'y a rien de mal à ça. Faut déculpabiliser la parole. Faut déculpabiliser aux yeux de la société, etc. que c'est ok. Parce qu'au bout d'un moment, le self-love, c'est ce qui est le plus important. Le self-love, pour ceux qui sont vraiment pas du tout avec l'anglicisme, c'est s'aimer soi-même. Et c'est vraiment ce qui est le plus important au monde. Parce que en gardant ce genre de choses, on ne peut pas être heureux. Et pour moi, être heureux, c'est le but de la vie. Comme on l'a déjà dit avant. Enfin, comme je l'ai déjà dit avant. Mais donc, voilà. C'est le mot de la fin. Je pense que ça va être le mot de la fin, c'est vous êtes les seuls à savoir ce qui est bon pour vous. Moi, je vous donne mon idée de ce qu'il y a de mieux en soi. Pour moi, en tant que personne, je sais que ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est de gérer les personnes négatives de ma vie. Ah, une petite mot. On peut, mais c'est difficile. C'est plutôt une question de oui, mais si je mets des efforts dedans, même si je sais que c'est toxique et je mets des efforts, on pourra devenir proche avec les parents. Oui, d'accord, j'entends. Le problème, c'est est-ce que toi, dans ces relations-là, est-ce que les efforts ils viennent que de toi? Est-ce que tu vois des efforts faits de l'autre? Parce qu'évidemment, c'est justement c'est ce que je disais, c'est ce qui va avec pour moi la discussion avant de faire la chose. C'est oui, du coup, avoir cette discussion pour mettre les choses au clair. Et par la discussion, oui, on peut dire les efforts aussi. Faire des efforts, par exemple. Moi, j'essaie d'améliorer mes relations avec un de mes parents en particulier. Bon, c'est très personnel, mais c'est en, en essayant de trouver des discussions qu'on pourrait avoir en commun. Et donc oui, ça existe ce genre d'effort pour essayer d'avoir une relation plus bienveillante, on va dire, ou plus proche, comme toi tu l'as dit. Mais si les efforts ne viennent que de toi, tu vas juste t'épuiser et vraiment la fatigue avec la solitude et tout ça, ça commence à peser, tu vois. C'est des choses vraiment compliquées à, à vivre. Et en tant que personne qui en parle, j'imagine que du coup c'est ce que tu vis. Et en le vivant, j'imagine que tu ressens cette fatigue. Donc tu sais probablement mieux que moi ce que ça fait. Mais vraiment, en tant que personne qui veut du bien aux gens à qui je parle, pour moi, c'est très bien de vouloir faire des efforts et d'en avoir conscience. Parce que déjà, ça veut dire que tu es une personne qui veut s'entendre bien avec ses parents. Et c'est génial. Parce que ça veut dire que tu les aimes malgré tout, quoi. Et que tu fais tout pour que vous entendez bien. Malheureusement, la vie est injuste. Et si les efforts ne viennent que de toi, au bout d'un moment, c'est épuisant. C'est épuisant et surtout, tu ne mérites pas ça. Tu mérites que si quelque chose n'aille pas, que les efforts viennent des deux côtés et tu mérites qu'on t'aime. Petit message. Les efforts doivent venir dans les deux sens. Voilà, exactement. Exactement. Oui. Oui. C'est comme dans un couple, c'est comme dans tout. Si les efforts ne viennent que d'une personne, tu vas te sentir épuisé et en plus, ça va pas t'aider parce que tu vas en vouloir à cette personne. Surtout dans les couples, j'ai remarqué, on en veut à la personne de pas remarquer les efforts ou de pas faire autant d'efforts que nous, voire pas du tout. Et donc, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative de vouloir faire des efforts. Malgré tout, faut pas confondre effort et fatigue. Tu vois ce que je veux dire? Se perdre vraiment
dans ces efforts qui vont te prendre énormément d'énergie et qui vont juste te rendre malheureux. Parce que, voilà, quand tu vois que ça te prend trop d'énergie et que vraiment les efforts n'aboutissent à rien, voilà. Et peut-être que ces gens-là, quand ils te verront prendre du recul, se diront merde, j'ai perdu quelqu'un qui compte, j'ai mal agi. Et peut-être que là, ils vont faire quelque chose. Mais il faut que tu vives pour toi. Faut arrêter de vivre pour les autres. Faut arrêter d'essayer de les rendre heureux, absolument. Faut t'écouter toi et au bout d'un moment te dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette personne dans ma vie? Est-ce qu'elle m'a déjà apporté quelque chose de bon? Et si elle me l'a déjà apporté, est-ce qu'elle serait capable de me l'apporter encore maintenant? Parce que, voilà. Donc, sur ce, eh bien, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est en train de live, donc je pense qu'on va s'arrêter là parce que, en plus, je pense qu'on va bientôt manger. En plus, j'ai un peu faim. Je dis beaucoup en plus. Mais il est 19h15, donc on va se laisser. Si vous n'avez plus d'autres choses à dire, parce que j'ai pas envie de couper la parole à qui que ce soit. Mais du coup, je vous fais un petit bisou et je vous laisse le temps de peut-être mettre un dernier message au cas où. Au cas où. En tout cas, c'était très cool. Moi, je le dis. Même si là, c'était quelque chose qui m'a plus... Bizarrement, ça m'a plus impacté que le premier live sur la scolarité. J'étais un peu plus émotive. Je sais pas si ça s'est vu. Bisous. Oui, bisous. Du coup, ouais, c'était quelque chose d'un peu plus... Mais ça va, et ça nous a pris énormément de temps, je pensais vraiment pas. Parce que sur mes notes, j'en avais beaucoup moins que sur les relations, du coup, que sur la scolarité. Du coup, je pensais que ça allait vraiment prendre beaucoup moins de temps. Mais au final, non, ça a pris plus de temps que ça. Du coup, voilà. Oh oui, aussi. Alors, comme sur le premier live, j'ai 2 autres idées donc pour les prochains lives. Donc, si je me souviens bien, c'est les amitiés hommes-femmes et c'était mieux avant avec un point d'interrogation. Donc, je vous ferai voter par story ce que vous voudriez comme 3e live. Et celui qui ne sera pas choisi, ça sera le 4e du coup. Comme ce que j'avais fait pour le premier. Du coup, voilà. Surtout, j'espère que vous avez apprécié aussi. Parce que c'est le but. C'était mieux avant. Ah, toi, tu préfères le c'était mieux avant. D'accord, ok. Bah, c'est intéressant. Bah, du coup, je mettrai un sondage comme avant le premier live. Et du coup, voilà. Ça va être intéressant. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne fin de semaine et même en avance, un bon week-end. Bisous.